Parfait, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on attaque, parce qu'on est la première conférence de la journée, et donc on a eu des menaces assez importantes sur un éventuel retard. Et donc vous êtes les heureux courageux qui allez assister à la première conférence de la journée. On va essayer de la rendre la plus interactive et sympathique possible, parce que je sens que vous êtes impatients de retourner à côté, découvrir toutes les innovations et toutes les solutions. Peut-être quelques mots rapides. Donc moi je me présente, je suis Christophe Rodriguez, je dirige l'IFPEB, qui est un think tank qui travaille sur les sujets de décarbonation de l'immobilier et de la construction. Et pour ma part, Paco Vadio, moi je suis chef de projet au sein d'un cabinet de conseil en transition climatique qui s'appelle Carbone 4 et je travaille plus particulièrement dans la pratique bâtiment immobilier, donc avec tous les acteurs de la chaîne de valeur du bâtiment, depuis les industriels en passant par les promoteurs foncières jusqu'aux utilisateurs de bâtiments. Donc vous l'avez compris, l'objet de notre conférence est de vous partager les enseignements de travaux que nous avons menés sur la décarbonation du bâti existant, et en l'occurrence l'analyse de cycle de vie appliquée à la rénovation. On a assez peu de temps, je vous propose néanmoins juste de rappeler rapidement le collectif d'acteurs avec lequel nous avons travaillé pendant plus d'un an sur le sujet, et qui a été créé en 2019, je crois, quelque chose comme ça, 5 ans. À l'époque, le hub des prescripteurs bas carbone, c'était le constat de grande maîtrise d'ouvrage qui voyait la RE 2020 arriver et qui se rendait compte finalement que ce nouvel indicateur, le carbone, avec une analyse de cycle de vie sur 50 ans, était un indicateur qui pouvait grandement structurer la programmation et donc les coûts. Donc l'ADN a été de se dire quel pourrait être le programme de travail pour mieux maîtriser un nouvel équilibre des euros investis et du carbone dépensé. On a construit un programme de travail avec un ADN, de la data. On collecte des analyses de cycle de vie, il y a des outils d'analyse avec pas mal d'analyses de cycle de vie, des observatoires. On a notre observatoire à nous, on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre la fiabilité des données saisies, et puis on découvre les ordres de grandeur. Et puis des analyses collectives, on prend des vrais projets dans la vraie vie, et puis on les défriche, on les variante tous ensemble, pour essayer finalement de se forger une vision commune de qu'est-ce que je peux mettre en œuvre si je veux décarboner vite et à euros maîtrisés. Donc finalement, 3 piliers, la compréhension, le partage et puis aussi l'impact. On essaye de communiquer de façon large sur nos travaux, et notamment avec les pouvoirs publics, puisqu'en ce moment, il y a une réflexion sur les prochains seuils de la RE 2020-2025. Donc le hub bas carbone s'est exprimé sur le sujet. Nous ne serions rien sans une communauté d'acteurs qu'on s'est permis d'appeler des prescripteurs bas carbone, avec des promoteurs, des entreprises générales, des foncières, des architectes, des sociétés d'ingénierie, des bureaux de contrôle, des startups, bref, tout un écosystème d'acteurs qui viennent avec beaucoup d'humilité partager leurs réflexions, leurs questions, leurs découvertes, et vraiment avec un ADN opérationnel. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter de faire des guides, des énièmes guides, mais on est plutôt dans, on ouvre des plans, on regarde des projets, puis on se gratte la tête en se disant, toi, comment tu t'organises quant à ce défi-là qui se pose à toi. Historiquement, le hub a toujours travaillé sur le neuf, puisqu'on était un peu, d'ailleurs nous parlions d'un camp d'entraînement de la RE 2020. Et il y a 1 an et demi, on s'est dit, et si on commençait à prendre cette boîte à outils de la RE 2020 et à l'appliquer sur la rénovation? L'intuition première étant, quand je fais une rénovation énergétique musclée, il n'y a pas de raison que je ne me décarbone pas. C'est vrai, mais l'ADN du hub aussi, c'est de se dire, ok, bah, mettons des chiffres en face. Donc on s'est posé la question, quand je fais une rénovation énergétique musclée, est-ce que vraiment elle est bas carbone? On va vous présenter quelques éléments de résultats. La deuxième question, c'est toujours l'obsession du hub. C'est finalement quel est un peu l'ordre de mérite des leviers de décarbonation. Quels sont les leviers sur lesquels je peux activer, enfin que je peux activer, et quels sont les investissements à mettre en face, encore une fois avec une idée de partager un socle commun. Et puis enfin une question un peu épineuse qui est peut-être formulée de façon maladroite, mais souvent, on entend, quand on rénove, on va gagner 2, 3, 4, 5, j'ai même entendu 10, 15 fois du carbone par rapport à une construction neuve sur le même foncier. On n'est pas en train de dire on va construire ailleurs et artificialiser. Et donc, encore une fois, l'ADN du hub, c'est d'adresser les sujets de façon dépassionnée et d'essayer de se forger une vision commune des leviers qui vont permettre d'avoir des gains carbone. Et donc, on s'est posé la terrible question taboue de que se passerait-il si on rasait toute la France et qu'on reconstruit. Non, bon, je plaisante. En tout cas, on a essayé de comparer un petit peu la différence de bilan carbone et puis de comprendre un peu les leviers. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Comment on a fonctionné? Un peu comme toujours, on a pris 3 vrais projets dans la vraie vie avec des vrais acteurs.
un projet avec BNP Paribas Real Estate de bureaux, un projet avec Séquence de logement collectif et un projet avec La Poste Immobilier d'une résidence senior sur un bel hôtel des Postes classé, enfin bâtiment patrimonial qui a été transformé en résidence senior. Et loin de nous, du coup, de vous présenter aujourd'hui une analyse statistique sur 150 000 bâtiments. Par contre, je peux vous dire que ces projets-là, on les a épluchés, décortiqués. Et on a collectivement essayé de se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, comment on aurait pu faire. Donc c'est ça l'ADN du Hub. Ce n'est pas de vous présenter une étude de faux bâtiments sur lesquels on a fait du paramétrique dans tous les sens, mais c'est des vrais projets qu'on a très lourdement épluchés. L'intérêt d'avoir un vrai projet, c'est qu'il y a un vrai PLU, il y a un vrai client. Et donc ça limite les fantasmes et les délires de le PLU, il faut le changer, on va mettre un budget de 1 milliard, etc. Donc ça donne un caractère opérationnel à nos travaux qui est intéressant. Le côté original, c'est que finalement, les maîtres d'ouvrage, on les salue, je les ai cités tout à l'heure, on les remercie parce qu'ils ont ouvert les livres. Ils nous ont par exemple transmis les DPGF, on a eu vraiment accès à des informations importantes. Et en fait, on a eu des maîtres d'œuvre, des AMO, des bureaux de contrôle qui sont venus pencher leur regard critique sur des projets sur lesquels ils n'avaient pas de mission, quoi. Voilà. Puis on a réfléchi tous ensemble à ce qu'on aurait pu faire. Ces projets-là, c'est des rénovations énergétiques très lourdes. Je le dis, c'est important que vous l'ayez en tête. Ce n'est pas des projets, on changeait de robinet thermostatique, on s'est dit on va faire la CV des 2 robinets thermostatiques. C'était des rénovations énergétiques très lourdes et on s'est posé des questions. Est-ce qu'elle est vraiment les bas carbone, ma rénovation énergétique? Et que se serait-il passé si j'étais allé encore plus loin? Paco, je te laisse commencer les enseignements. Merci Christophe. Effectivement, je vais commencer par ce que vous voyez ici, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a fonctionné pour ce que Christophe a appelé tout à l'heure l'équation coût-carbone, quelque chose qu'on fait beaucoup dans le Hub et qui nous tient à cœur parce que ça nous permet d'aller chercher le caractère bas carbone des opérations et de ce qu'on cherche à quantifier, mais également la question économique qui est toujours importante, d'autant plus certainement en ce moment dans la crise immobilière qu'on est en train de vivre. Et donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on a ce qu'on appelle un scénario de base. Ce scénario de base, c'est le programme initial qui est proposé par la maîtrise d'ouvrage, celui qui existait déjà avant le Hub des prescripteurs bas carbone. Et on va évaluer l'impact de l'opération de rénovation initiale. Ça, il faut se dire que sur du neuf, ça paraît complètement standard de venir calculer l'impact carbone d'une opération. Sur de la réno, ce n'est pas le cas. On n'a pas la RE 2020, on n'a pas d'ACV partagé, il n'y a rien de très homogène là-dessus. Donc là, pour le coup, c'était déjà un premier pas important. Et puis si vous regardez, on appelle ça scénario de base rénovation énergétique. Christophe a commencé à en parler tout à l'heure. En fait, on s'est rendu compte qu'une rénovation dite lourde, initialement pour un maître d'ouvrage, très souvent, c'était une rénovation énergétique. C'est-à-dire que c'était une rénovation qui visait à baisser les consommations énergétiques. Maintenant, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'une réno énergétique, c'est une réno bas carbone? En réalité, on va le voir, pas tout à fait. Du coup, ce qu'on a fait dans un deuxième temps, c'est un scénario qu'on a appelé bas carbone. Là, très simplement, l'objectif, c'est de demander à l'ensemble de l'équipe, autour de la maîtrise d'ouvrage qui est constituée de bureaux d'études, d'économistes, de pousser les leviers au maximum, essayer de décarboner le programme au maximum, sans se poser la question économique au début. On suit l'indicateur, mais ce n'est pas une contrainte en soi. Et on va regarder ce qui se passe. Vous avez sur la droite les premiers résultats avec avant rénovation, donc sur la gauche, le premier scénario, donc 10 scénarios de base que vous avez au milieu, qui tourne à peu près à 1 tonne par mètre carré sur 50 ans. Et puis le scénario bas carbone qui est à 360 kg de CO2 par mètre carré sur 50 ans. Ce résultat-là, il est sur l'immeuble de logement. Qu'est-ce qu'on tire comme conclusion de ces premières études-là? Paco, peut-être on peut expliquer très brièvement comment analyser ce type de graphique, comme on va en avoir pas mal juste après. Oui, effectivement, ouais. Alors vous avez, en termes d'émissions, vous avez en vert les émissions qui vont être liées à l'énergie, et vous avez en rouge et en jaune des émissions qui sont liées aux matériaux. Et en fait, on a séparé 2 types de matériaux ajoutés. D'une part, les matériaux qui vont permettre d'améliorer la performance énergétique, donc des matériaux qui peuvent avoir ce qu'on appelle un temps de retour carbone, c'est-à-dire du carbone investi qui permettra par ailleurs de baisser le carbone en exploitation. Et vous avez du carbone qui là n'a pas de temps de retour carbone, sur une forme de qualité d'usage. Et donc là, vous allez penser à tous les autres lots de travaux qui n'ont pas d'impact sur la performance énergétique. Donc vous allez retrouver cette distinction-là à chaque fois dans les différents résultats qu'on va vous montrer. Par ailleurs, quand même, j'en profite, tout ce qu'on vous montre aujourd'hui, il y a une étude et des publications qu'on a fait avec le Hub qui vous permettent de revoir tous ces résultats un petit peu plus en détail également. Je reviens aux conclusions. La première, c'est qu'effectivement, ça peut vous paraître simple, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. On peut diminuer fortement les émissions d'une opération de rénovation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quelque chose de très important, je pense, notamment aujourd'hui avec la place de la rénovation. Ça veut dire qu'une rénovation, elle n'est pas intrinsèquement bas carbone.
Alors volontairement, c'est un petit peu extrême là ce que je dis, mais effectivement c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que l'opération, si elle n'est pas pensée pour être bas carbone, il reste un gisement de réduction énorme sur la baisse des émissions. Preuve en est, sur les bureaux, on a réussi à faire 25% de réduction d'émissions, et sur les logements, les équipes ont fait plus de 70% de réduction en s'intéressant au caractère bas carbone. La deuxième chose, je le disais tout à l'heure, point important pour le hub, cette réduction d'émissions que vous avez sur le premier point, elle est faite à surcoût limité. Je vous le disais, ce n'était pas une contrainte d'entrée, c'est une donnée de sortie qu'on a observée. En limitant le surcoût à 5%, on a réussi à faire ces économies et cette baisse d'empreinte carbone. Ça, c'est un point qui nous paraît quand même important. Ça veut dire qu'en se mettant autour de la table et en ayant cette vision du bas carbone, on peut arriver à ces résultats avec un surcoût limité. Dernier point, et je vais aller rapidement là-dessus parce qu'on y reviendra juste après, le cas du bâtiment patrimonial qui est un cas particulier. On a quand même un bâtiment patrimonial qui subit un changement d'usage. Ce combo-là, il est assez difficile en termes de réduction de l'empreinte. Le gain carbone s'élève à 10% maximum et sur les surcoûts, on s'envole un peu plutôt autour de 20%. On vous en reparlera un petit peu plus précisément après. Et ensuite, on s'est posé une autre question. Christophe en parlait tout à l'heure, cette fameuse démolition-reconstruction versus rénovation énergétique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu vous retrouver sur la gauche la rénovation énergétique dite scénario de base, en gris. En rouge, vous retrouvez la rénovation bas carbone dont on parlait. Et puis, on est venu modéliser, pour le coup, une démolition-reconstruction seuil 2022, qu'on appelle pratique standard. Le seuil de la RE 2020, aujourd'hui applicable, c'est bien 2022. Puis on s'est dit, poussons l'exercice à l'extrême et voyons ce que ça fait sur un seuil 2031. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est ce qui est en haut à droite en rouge. On n'est pas en train de comparer une rénovation à une construction sur une parcelle vierge ailleurs. On est bien en train de comparer rénover ce bâtiment versus le démolir, le reconstruire sur la parcelle sur laquelle il était déjà implanté. Point vraiment important ici, hein, attention, vis-à-vis notamment des enjeux d'artificialisation, mais pas que. Qu'est-ce qu'on observe ? La rénovation dite bas carbone, elle est plus vertueuse que la démolition-reconstruction standard, seuil 2022. L'ordre de grandeur qu'on observe, c'est 30%. Là, vous avez les résultats pour les bâtiments de bureaux, encore une fois. Vous pouvez garder en tête que pour les bâtiments de logement, l'ordre de grandeur est le même. C'est pour ça qu'on vous sort cet ordre de grandeur-là aussi de 30%. Deuxième chose, point important, encore une fois, notamment dans le cadre de la place de la réno en sortie de crise, la rénovation bas carbone ici présente un moindre coût par rapport à la démolition-reconstruction sur les cas d'études que l'on a. Et ensuite, quand on se projette à 2031, là l'exercice c'est de se dire finalement si on arrêtait de faire du neuf standard, mais qu'on se disait quand on fait du neuf, on le projette avec une performance très importante, seuil 2031, ça parle à celles et ceux d'entre vous, faire du 2031 aujourd'hui en neuf, c'est très compliqué et quand on le fait, c'est très compliqué, voire impossible de le faire avec un surcoût de l'ordre de 5% comme on le disait tout à l'heure. Pour autant, notre réno bas carbone, elle est quand même pas si loin de la démolition-reconstruction seuil 2031. On parle de 70 kg d'écart à peu près, alors que vous voyez qu'on a fait plus de 230 kg de CO2 d'économie entre la rénovation dite énergétique de base et notre scénario bas carbone. Paco, je voudrais partager un petit moyen mémotechnique très bref. En fait, l'ordre de grandeur de 30%, ce n'est pas un chiffre unique, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Mais l'ordre de grandeur, c'est que c'est à peu près le gros œuvre. C'est-à-dire que quand on prend l'ACV des matériaux d'un projet, à peu près un tiers sur le gros œuvre, un tiers sur le second œuvre, un tiers sur les techniques. Bon, il y a des débats d'experts là-dessus. Donc, vu de Mars, c'est comme si on disait quand on fait une réno, on ne touche pas à la structure, on refait tout le reste, on gagne à peu près 30%. En fait, dans le fait, quand on décortique les projets, c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de conservation de seconde œuvre, on jette pas tout à la poubelle, et en général, on a une débauche de technique pour essayer de rentrer un carré dans un rond. Donc, il y a des effets de plus-value, moins-value de carbone qui font qu'à la fin, on a cet ordre de grandeur de 30% économisé entre un projet rénovation bas carbone et je rase tout et je fais un projet RE 2022. Voilà, c'est un ordre de grandeur, mais c'était juste que vous ayez ce petit moyen mémotechnique. C'est comme si j'économisais le gros œuvre. Dans les faits, il y a des jeux de balance. Tout à fait. Ensuite, on a essayé de se poser une question très pragmatique. Comment est-ce qu'on fait cette réno bas carbone ? Quels sont les leviers qu'il va falloir activer pour réussir à avoir ces résultats de réno bas carbone ? On en a 3. Vous allez voir, encore une fois, c'est des leviers qu'on a en tête, mais ce qu'on observe, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement appliqués sur tous les projets, et en tout cas pas jusqu'au bout du gisement disponible. Le premier, je vais aller au bout de la slide, c'est la réduction des consommations. Pareil, ça paraît quand même assez simple, mais en réalité, il y a un enjeu à pousser ce gisement à fond pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'à l'échelle nationale, la SNBC, son nom l'indique, Stratégie nationale bas carbone, elle vise la réduction des émissions. Si on regarde pour le secteur du bâtiment, effectivement, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui doivent baisser, mais en fait, il y a un sous-jacent très très important là-dedans, c'est que la consommation d'énergie des bâtiments doit baisser drastiquement pour baisser ses émissions. Donc déjà à l'échelle nationale, on a cet enjeu de réduction des consommations, de l'ordre de 40% ici.
À l'échelle bâtimentaire, ce que ça veut dire, amélioration de l'enveloppe du bâtiment, amélioration de l'efficacité des équipements bien entendu, mais aussi sobriété des usages. Quand on vient transformer le bâtiment, réfléchir à cette sobriété d'usage. Et un point à garder en tête, quand on diminue les consommations énergétiques, on diminue la facture énergétique. Et donc ça c'est important, notamment pour un très grand nombre d'acteurs, par exemple les bailleurs sociaux avec qui on a travaillé sur les projets de logement. Alors que quand on baisse les émissions, il n'y a pas ce caractère aussi direct de baisse de la facture. Quand on baisse les consos, on l'a directement. Dernier point sur le plan technique, il est quand même généralement préférable de réduire les consommations avant de changer de vecteur, pour des histoires plus techniques de dimensionnement typiquement des équipements. Donc de toute façon, on a cet enjeu de réduction des consommations avant de réfléchir décarbonation. Et un point quand même à garder en tête, on n'est pas en train de dire ici qu'il faut absolument tout faire d'un coup. Il y a énormément d'études qui sont allées plus loin que ce qu'on a fait ici, qui ont été produites sur la rénovation dite par étapes. À partir du moment où on embarque cette réduction de consommation et les autres leviers qu'on va vous présenter après dans un projet global dès le départ, la rénovation par étapes garde tout à fait un sens. Deuxième levier très important, j'ai commencé à en parler, sortir des fossiles. Ce qu'on observe et qu'on écrit ici sur la droite, c'est que si on ne sort pas du 100% fossile, en fait, en réalité, on n'observe pas les conclusions qu'on vous a présentées, c'est-à-dire qu'on a un impact clairement comparable, voire moins bon, avec la démolition-reconstruction. Sur le projet de logement, typiquement, et vous le voyez ici, c'est ça qui joue entre la réno de base et la réno bas carbone. C'est vraiment la sortie des fossiles, principalement, il y a quelques petits éléments en plus, qui va nous permettre d'aller chercher ce résultat-là. Donc là, on a un levier qui est extrêmement puissant. À bien garder en tête, cette sortie des fossiles, vous voyez sur la gauche, on a écrit panel de vecteurs bas carbone, parce que dans sortie des fossiles, il y a énormément de solutions possibles. Il y a des solutions techniques qu'on connaît, qui fonctionnent à l'électricité, pompe à chaleur, etc. Il y a des réseaux de chaleur qui peuvent encore contenir un petit peu de fossiles, mais qui sont en cours de décarbonation et qui entrent dans ce panel d'énergie bas carbone. On le remet bien ici, au-delà du changement de vecteur énergétique, attention à traiter la précarité énergétique, évidemment. On en revient à notre sujet, notamment des consommations énergétiques au départ. Et puis on en tire quand même deux implications fortes. Je vous en parlais avec le panel d'énergie bas carbone. Il va falloir très largement favoriser, et là ça inclut des mesures fiscales, politiques, des mesures extrêmement larges, favoriser l'accès aux énergies renouvelables et de récupération. Si on veut sortir du fossile, il va falloir qu'en face on ait une solution à proposer. Et la deuxième chose, décarboner les réseaux d'énergie au sens large qui sont à disposition aujourd'hui du bâtiment pour répondre aux usages de chauffage, de refroidissement et aux usages spécifiques. Dernière condition, préserver l'existant, donc réduire les consommations, sortir des fossiles, préserver l'existant. Ce qu'on est venu observer et que vous voyez ici, c'est que l'empreinte carbone des matériaux, donc là on vous a dessiné uniquement l'empreinte carbone matériaux, elle est comparable ou un peu plus importante que les démolitions-reconstructions de 2031. Donc ce que ça veut dire en fait, c'est que l'enjeu principal, et là on ne vous le redira pas ici, mais les consommations énergétiques, on arrive à aller chercher une performance énergétique en rénovation qui vient chercher les performances du neuf. On observe que c'est faisable sur des typologies différentes. C'est quelque chose qu'on entendait avant qui était potentiellement très difficile, voire impossible à faire. On a des résultats qui montrent qu'on a des projets qui arrivent à aller chercher des performances énergétiques sur le neuf. Reste la question des matériaux. Et donc là-dessus, il va y avoir un enjeu d'optimisation de cette empreinte carbone matériaux. Et quand on parle matériaux et rénovation, il y a quand même un point qui vient rapidement, c'est la question de la préservation de l'existant. Contrairement au neuf, on a un stock de matériaux qui existe déjà sur le site et qui est à réutiliser. Pour autant, on observe quand même que le potentiel de réemploi, il doit être questionné de façon assez systématique parce qu'il est assez hétérogène en fonction du bâtiment de base et puis en fonction du projet qu'on a en sortie. Ça, on en avait parlé dans le cadre d'une autre étude également. Si on essaye de faire un programme neuf dans un bâtiment existant, ça marche difficilement. Par contre, si on regarde ce qu'on a au départ et qu'on se pose la question du programme qui a du sens vis-à-vis de ce qu'on a entre les mains au départ en termes d'existant, là, on a un potentiel de réemploi qui est largement d'un autre ordre de grandeur. Dans les derniers enseignements qu'on peut vous partager ce matin, comme je le mentionnais au préalable, on avait un hôtel des postes, donc un bâtiment patrimonial. Vous avez vu une photographie tout à l'heure rapidement. Bon, ce n'est pas un bâtiment comme celui-là, mais en tout cas, c'est un bâtiment avec une dimension patrimoniale qui, du coup, effectivement, a été transformé en résidence senior. C'était un bâtiment cœur de ville. Donc, c'était plutôt une bonne idée de se dire, tiens, on va transformer l'usage de ce bâtiment. On va plutôt proposer une offre de service pour les personnes âgées. Et là, en fait, on s'est rendu compte de quelque chose que vous avez peut-être déjà constaté, c'est-à-dire paramètre numéro 1, c'est très difficile d'isoler.
Ça peut être incroyablement difficile de sortir des énergies fossiles. C'est des bâtiments où on ne fait pas tout ce qu'on veut. Par exemple, le bâtiment qui nous accueille aujourd'hui, on aura du mal à faire de l'isolation par l'extérieur. Donc on a ces contraintes-là sur la réduction des consommations d'énergie et la décarbonation des vecteurs, il faut qu'on se le dise. Et la deuxième contrainte qu'on avait moins anticipée, c'est que c'est des bâtiments où on va avoir des hauteurs sous plafond, des compacités, des locaux techniques qui ne sont pas du tout ceux dont on aurait rêvé si on veut faire du bas carbone. Donc on se retrouvait avec des cloisons qui faisaient 6 mètres. Donc on n'avait pas le choix, il fallait bien faire avec ce qu'on avait. Et du coup, on a été assez surpris, on s'est retrouvé avec finalement une ACV qui était très musclée, une analyse de cycle de vie qui était très musclée. Et quand on a fait le comparatif en se disant, finalement, je prends ce bâtiment qui est un hôtel des postes et je le transforme en résidence senior, que se passerait-il si j'avais rasé ce bâtiment que je n'ai pas envie de raser parce qu'il est formidable, on se rend compte que là, pour le coup, le neuf est extrêmement intéressant. D'accord? Donc forcément, ça pose une question. On a tendance à dire, les architectes, mais c'est un choix collectif de société de se dire on a envie de protéger notre patrimoine. Et donc voilà, ça fait partie des enseignements. Il y a un sujet spécifique pour le patrimoine. On sait que sur les bâtiments existants, avec une dimension patrimoniale, il est possible qu'on ait du mal à réduire la consommation d'énergie dans certains cas. Il est possible qu'on soit bloqué en énergie fossile. Et il est possible que dans la démarche de rénovation, il y ait besoin de beaucoup de budget carbone matériaux pour faire cette rénovation. Donc en fait, ça pose la question de quelle est la norme environnementale qu'on veut pour ces bâtiments-là, et quel est le budget carbone que la société décide d'allouer à ces bâtiments-là qu'on auront besoin. Sauf si on décide de les raser, mais ça encore une fois, c'est des choix de société. Je crois qu'on est tous heureux aujourd'hui d'être dans des bâtiments comme ça. Donc voilà, c'était pour faire juste une petite ouverture finale sur ces comparaisons neufs versus existants. Allez, je crois qu'on arrive à la fin. La prise de recul qu'on souhaitait partager avec vous, c'est que finalement, on s'est dit, on a eu la RE 2020 pour le neuf. Qu'est-ce qui s'est passé avec la RE 2020 ? Nous, on voit qu'il s'est passé deux choses. Il s'est passé plein de trucs, mais le premier, c'est qu'on s'est mis à compter. Et en fait, c'est un peu mécanique. À chaque fois qu'on compte, on comprend des choses et on agit. Donc finalement, l'obligation intrinsèque de la RE 2020 de faire des analyses de cycle de vie, quel que soit le résultat, on rentre dans une démarche d'apprentissage. On en fait une deuxième, une troisième, une quatrième. À chaque fois qu'on le fait, on a l'ordre de grandeur qui commence à venir. On commence à avoir les réflexes et on se transforme progressivement. On n'a pas ça en rénovation aujourd'hui. On ne systématise pas l'ACV. On pourrait se poser la question, quand on a une rénovation énergétique musclée, est-ce que l'ACV, est-ce que le coût de l'ACV, ça passe pas sous les radars? Je me permets de dire ça, je sais qu'il y a des coûts assez importants engagés, mais j'ai regardé un peu les coûts de travaux qui sont engagés, j'ai eu l'impression quand même qu'on pouvait se permettre de faire une petite ACV. Deuxième chose assez extraordinaire qu'a apporté la RE 2020, c'est une réglementation millésimée, c'est-à-dire qu'on sait à peu près à quelle sauce on va être mangé en 2025, 2028, 2031. Donc on a une perspective de progrès. Et on a, comme d'habitude, des gens qui veulent aller plus vite, plus loin, tout de suite. On n'a pas ça en rénovation. Et du coup, finalement, l'électrochoc qu'on a eu un peu dans ces travaux, c'est qu'on s'est dit, en fait, des bâtiments RE 2031, des bâtiments qui respecteraient les CE, ils sont quand même ultra performants par rapport à une réno. Donc ça casse quand même un peu les idées reçues de la réno, c'est toujours meilleur que le neuf. C'est pas si simple, quand on commence à regarder ce qui est en train de se passer sur le neuf, il serait peut-être temps qu'on commence à faire un peu d'ACV en rénovation et puis qu'on se pose quelques questions de bon sens. Diminuer la consommation d'énergie, c'est intrinsèque aux rénovations, donc il n'y a rien de neuf sous le soleil. La sortie des fossiles, moi je continue de voir des rénovations énergétiques sur lesquelles on ne reviendra pas avant 30-40 ans, où à la fin il y a du fossile dans le bâtiment, donc on a vu les résultats en termes de carbone. Et puis après la conservation de l'existant, où on voit beaucoup d'opérations où on essaye de faire entrer un programme neuf dans un bâtiment existant. Ça ne se passe pas toujours comme on voulait, on remplit les bennes de matériaux parfois en bon état, et puis on a une débauche de matériaux pour essayer de faire entrer notre programme. Donc il y a quand même un enjeu de transformation culturelle si on veut passer de la rénovation énergétique à la rénovation carbone. C'est pour ça qu'on appelle de nos voeux, on a fait un peu le trait d'humour, on a mis les mêmes codes de couleur, mais c'est pas déposé, un Renault 2030, bon bref, c'est une blague. Mais en gros, on pourrait imaginer, à minima, se dire je suis maître d'ouvrage, quand je fais une rénovation énergétique musclée, je me donne 3 règles, je fais 40 à 60% d'économie d'énergie. Voilà, ça me paraît préconisable. Je fais une ACV, parce que je ne suis pas à l'abri d'avoir des bonnes idées de décarbonation quand j'ai les chiffres sous les yeux. Et puis je vais un peu plus loin que le diag PEMD, je fais un diag ressources, un diag réemploi, parce que je me rends bien compte que l'existant, il va être un levier de décarbonation. Voilà, merci pour votre attention, et je crois qu'on a 5 minutes, on m'a fait un coucou, mais non, c'était 5 minutes. Donc si vous avez quelques questions, on serait très heureux d'y répondre. Merci à vous.
Bonjour, je voulais savoir si vous aviez étalonné ces projets au regard du label BBCA. Non. En fait, nous, l'ADN, c'est de prendre des projets que les maîtres d'ouvrage nous suggèrent. Et il se trouve que plusieurs des projets avaient fait l'évaluation BBCA. Donc on avait des valeurs, mais ils n'étaient pas forcément allés jusqu'au bout de la démarche. Donc c'est pour ça que je me suis permis de dire en préambule, ces projets-là, c'est des projets qui avaient été avant tout conçus dans une démarche de rénovation énergétique. Si on avait pris des projets BBCA, on aurait eu des projets où tout avait été pensé pour faire du bas carbone. Là, ce qu'on a souhaité faire, c'est répondre à la question, je fais une rénovation énergétique, c'est quoi le petit supplément d'âme qui va me permettre de passer d'une réno énergétique à une rénovation bas carbone? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'on peut en prendre encore une, non? Ou pas? Monsieur? Les travaux étaient concomitants avec la rénovation des 3 bâtiments témoins. C'est-à-dire que vous avez fait votre étude, et votre étude a servi les 3 bâtiments. Oui. Alors, je reformule la question. Donc, la question était, finalement, quel était le stade d'avancement des projets quand on a fait nos études? En fait, c'était assez variable. Donc, par exemple, l'hôtel des Postes, c'était une opération qui était en travaux, d'accord, donc en phase exé. Par contre, il y avait une volonté de la Poste Immobilier d'aller vers une réplication, une duplication du concept. Parce que les hôtels des Postes en cœur de ville, où on se dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'offrir quelque chose aux personnes âgées, c'est une réflexion un peu de fond. Donc c'est venu plutôt nourrir une réflexion patrimoniale à l'échelle nationale. Le projet, par contre, de BNP Paribas Real Estate sur les bureaux et le projet de séquence, c'était des projets en phase conception, APS, APD, Pro, en fonction des phases. Et donc là, pour le coup, ça a donné des inputs aux équipes qui étaient un petit peu contentes d'avoir cet éclairage. Voilà, je crois qu'on n'a plus de temps. Donc merci pour votre attention et puis on se recroisera peut-être.